Rebonsoir, monsieur le directeur. Bonsoir. Merci beaucoup d'être avec nous ce soir sur le plateau de 19h le live. La première question, bien évidemment, que je souhaitais vous poser, c'est comment le centre hospitalier d'Alès a vécu cette seconde vague, si on peut dire qu'elle est derrière nous. Elle n'est pas encore derrière nous et on s'achemine vers un troisième rebond, j'oserais dire, parce qu'on est sur une démarche qui ne se finit pas. Je crois que le président de la République avait rappelé, il va falloir apprendre à vivre avec, alors dans des conditions plus ou moins difficiles. On est dans un second confinement, on est encore dans le cadre d'un état d'urgence qui a été voté. Comment est-ce qu'on a vécu ? Aussi difficilement que le premier, si ce n'est plus difficilement. Je crois que la première vague, on faisait partie des départements du sud de la France où on a été beaucoup moins impacté que ceux de nos collègues du nord, de l'est, et où ça a été terrible. On a été impacté, mais j'oserais dire d'une manière beaucoup plus légère que ce qui a été fait, enfin ce qui a été vécu par nos collègues du nord et de l'est. Cette seconde vague, c'est un rapport de 1 à 4, grosso modo. Oui, on a été impacté plus directement. Complètement. On a été impacté plus directement, plus près, plus tôt, et avec, je dirais, un nombre beaucoup plus important de patients. Comment vous avez finalement vu arriver tous ces patients qui d'un coup ont débarqué à l'hôpital? Comment on s'organise? Comment on gère cette arrivée peut-être un peu soudaine aussi, sans avoir forcément organisé les choses, parce qu'on avait l'expérience du premier confinement où il n'y avait finalement pas beaucoup de malades qui arrivaient. On les voit arriver d'une part par les urgences, d'autre part par les autres établissements, parce que ça a commencé un tout petit peu plus tôt à Nîmes, donc on voyait que ça commençait à arriver. Et puis, on en voit arriver 1, 2, 10, 20 aux urgences tous les jours. Et c'est là où on se dit, oula, il va falloir quand même activer. Et puis on avait l'expérience de la première vague où on avait déjà poussé les murs, on avait déjà modifié les organisations, on avait déjà mobilisé un certain nombre de personnels, en nombre plus restreint, mais on était, non pas préparés, mais la première vague nous avait beaucoup appris. De ce qu'on a appris, on a pu, sur la seconde vague, s'organiser différemment. Et pour être très concret, en termes de chiffres, par quoi ça s'illustre? Combien vous avez aujourd'hui de personnes qui sont hospitalisées en réanimation et votre capacité s'élève à combien? Alors en réanimation, on a une réanimation, je dirais standard, normale, à 8 lits de réanimation, plus 4 lits de soins continus. Aujourd'hui, on est à 16 lits de réanimation. Qui sont occupés à l'heure actuelle? Qui sont occupés. On avait ce matin un lit disponible. C'est-à-dire que parallèlement, ce qui différencie cette seconde vague de la première, c'est également le fait qu'on n'a pas déprogrammé, on n'a pas fermé de lit, on n'a pas arrêté, on a diminué les consultations, mais on est resté mobilisé pour soigner tout le monde, Covid comme non Covid. C'est-à-dire que vous n'avez pas adopté la stratégie de la déprogrammation, parce que ça a été le cas notamment à Nîmes, au pic de cette seconde vague? On l'a adopté, on a déprogrammé les opérations chirurgicales non urgentes, on a gardé bien évidemment la possibilité d'opérer de manière urgente parce que les urgences continuent d'arriver. Et comme le confinement était moindre, il y a eu, je dirais, plus d'urgences qu'il n'y en a eu lors de la première vague. Avec des actions de la circulation qui restaient, des AVC qui restaient, qu'on a beaucoup moins vu lors de la première vague. Donc il y avait cette cohabitation, j'oserais dire, entre Covid et non-Covid, qui était beaucoup plus difficile à gérer, donc avec des services qui restaient. Il y a eu une inquiétude à un moment donné, comme on a pu la vivre à Nîmes, où à un moment donné, vous vous êtes dit, vous, en tant que directeur, on ne va pas y arriver. Non, parce que sinon on ferait notre métier. Oui, mais quand on voit un afflux comme ça de monde qui arrive, mais on n'a pas les moyens, comment on fait ? On s'est adapté avec avec l'appui de tous les personnels médicaux et non médicaux à qui je veux rendre hommage ici aujourd'hui, parce que comme pour la première vague et pour la seconde, ils se sont beaucoup mobilisés, ils se sont beaucoup adaptés. On a transformé des services, de médecine en services spécifiques Covid, une réa spécifique Covid. L'ensemble des services a été retravaillé, on a poussé les murs pour pouvoir accueillir tout le monde. Là, on est confiné depuis environ 1 mois. Est-ce que pour l'instant, vous avez vu les effets de ce confinement ? Oui, complètement. C'est-à-dire depuis 1 semaine et demie, grosso modo, on est passé, nous, d'un niveau d'occupation Covid, on était à 75, on a eu un pic à 80 patients Covid en même temps. Ce matin, on est à 45. Vendredi, on est à 40. Le week-end, on a accueilli 5 de plus. Mais on est véritablement sur une décrue, mais une décrue lente.
comme la vague a été relativement lente également, ça s'est traduit par une montée en puissance forte, mais pas aussi brutale qu'elle ne l'a été sur d'autres. Et on est sur cette décrue également, qui fait qu'on est quand même beaucoup plus, je dirais, serein, raisonnablement serein, j'oserais dire, par rapport à la suite. Mais vous, en tant que directeur d'hôpital, quand vous voyez dans l'actualité toutes ces manifestations de bars, de restaurants, de commerces aussi, qui voulaient être ouverts et avoir la possibilité de travailler, en tant que citoyen et avec votre double casquette de directeur d'hôpital, quel regard vous portez ? D'une part, on peut les comprendre, parce que d'un point de vue économique, c'est quand même très très compliqué de ne pas pouvoir travailler de son outil de travail, de ne pas pouvoir le faire fructifier, de le faire avancer. D'un autre côté, vous remarquerez que j'ai le masque tout le temps, et que il faut accompagner les soignants en respectant les gestes barrières. On ne peut pas se permettre d'avoir des gens qui se regroupent, qui font la fête, et ça a été le cas, notamment dans les cités étudiantes, dans un certain nombre de fêtes étudiantes. Non pas qu'il n'y ait que les étudiants, mais dès qu'on se regroupe, on multiplie les risques. Oui. Et multiplier les risques, c'est rendre la tâche des soignants beaucoup plus difficile par une augmentation du nombre de cas. 2 mots sur le territoire alésien. Le premier, vous vivez, on en a un petit peu parlé ensemble la semaine dernière quand on s'est appelé, finalement un peu en décalage par rapport à l'établissement de Nîmes, ou le territoire de Nîmes. Finalement, c'est arrivé un petit peu après Nîmes, et aujourd'hui, finalement, la décrue, elle se fait aussi un peu après Nîmes. Donc, c'est presque automatique, ou c'est presque une logique naturelle. C'est une logique naturelle. Il y a un certain nombre de modélisations qui se font à partir du moment où ça se déclenche, où ça se multiplie, où ça augmente, et où ça prend de telles proportions. Effectivement, on l'a vu à Nîmes, ça a commencé à augmenter. Ça augmentait pas trop encore à Alès. On se dit, on va peut-être passer à travers. Et non. Et non, ça a augmenté. Et on en est arrivé au même niveau d'incidence, voire avec un taux d'incidence sur le bassin alésien qui était supérieur à celui qu'avait Nîmes au départ. Effectivement. Deuxième élément qui peut nous interpeller, c'est pourquoi un territoire qui est plus rural, finalement, le territoire alésien, par rapport à celui qui est peut-être plus urbain de Nîmes, comment on explique qu'on a eu comme ça un taux d'incidence aussi important, et pourquoi on a eu effectivement une arrivée aussi importante à l'hôpital et aux urgences ? Alors les explications, on les aura peut-être, je dis bien peut-être, après coup, mais vous, de par votre expertise, vous imaginez quoi ? Alès n'est pas si rural que ça. Il faut se rappeler de son passé industriel, de son passé minier, avec une concentration de la population qui est relativement importante, avec une agglomération et un bassin de population qui fait quand même 180 000 habitants, avec des échanges permanents, une rocade qui la traverse et qui est synonyme également de transport, mais également transport du virus. Et je crois que, quelque part, c'est toute cette concentration qui a fait qu'on est arrivé à ce niveau à ce taux d'incidence. Mais comment vous expliquez ce décalage alors avec Nîmes ? Alors, certains y verraient, je crois que mes collègues nîmois ont évoqué la feria. Il y a eu une partie de rassemblement qui était importante, plus tôt que sur Alès. Ça a commencé une semaine, grosso modo, avant Alès, sur Nîmes, a augmenté. Alors, il y a eu l'impact de la feria, d'autres ont évoqué le match au Costières. Il y a eu plus contre le Paris Saint-Germain, voilà. Avec 5000 spectateurs. Voilà. Quel est le bilan que l'on peut faire de l'hôpital d'Alès depuis la crise sanitaire qui a démarré au printemps dernier ? Sans donner trop de chiffres macabres. Non, mais on ne va pas chiffres macabres. Je reste sur ce rapport de 1 à 4. Pareil, on a eu beaucoup moins de décès lors de la première vague. On en a eu plus lors de la seconde. Le bilan, ce que je retiendrai, c'est la mobilisation des personnels. La mobilisation des personnels paramédicaux, la mobilisation des personnels médicaux, où ça a été aussi un formidable une capacité d'agrégation, où chacun a pris sa part de la lutte contre ce virus. Vous le disiez tout à l'heure, il faudra tirer tous les enseignements. Est-ce que déjà, dès aujourd'hui, vous êtes en capacité de dire « il m'a manqué pour que ça fonctionne, telle solution ». Qu'est-ce qui a pu me manquer ? On l'a fait ça pour la première vague, parce que il faut toujours tirer des enseignements et il faut toujours faire le retour d'expérience. Pour la première vague, tout le monde l'a vu, à un moment c'était les masques, les blouses, ce matériel de protection individuelle qui a manqué à beaucoup de monde, qui a fait que la mise en mouvement du plan de confinement, la mise en mouvement des protections individuelles s'est heurtée à un problème de matériel. Ce problème de matériel,
il s'est réglé tout au long de la première vague, avec plus ou moins de succès et plus ou moins de rapidité. On en a tiré quelques enseignements. Ce n'est pas le matériel qui a manqué au cours de la seconde vague, mais c'est davantage l'augmentation du nombre de personnes qui a fait qu'on a pu avoir tout le matériel, on a pu prendre en charge toutes les personnes. Il n'y avait pas de problème de respirateur, il n'y a pas de problème de masque, mais après, c'est un problème de moyens humains par rapport à l'augmentation qui a découlé. Ça a été ça le vrai enjeu. On s'est rendu compte que dans les hôpitaux, on manquait considérablement d'infirmières, de médecins pour soigner cette pathologie. Ça a d'ailleurs été un reproche qui a été fait à Emmanuel Macron, mais pas que, puisqu'il y a aussi eu les anciens présidents. Vous, quel regard vous portez sur ça? Et est-ce que justement, après cette crise sanitaire, vous envoyez un message au gouvernement pour dire rajoutez-nous des moyens parce qu'on en a besoin. Les moyens humains, on comprend bien. C'est surtout des questions de moyens humains. Le message, on n'a pas attendu cette crise pour envoyer des messages au gouvernement pour dire donnez-nous les moyens de fonctionner. C'est récurrent. On voit bien qu'on a toujours des problématiques de personnel. On a des personnels, même si leur nombre a augmenté, par rapport aux besoins, par rapport à l'augmentation des pathologies, de la prise en charge des urgences, mais également des autres pathologies en temps normal, mais également en temps de crise, on a besoin d'hommes et de femmes qui se consacrent pleinement à leur métier et qui font que les soins soient apportés dans de bonnes conditions. Le message, on le fait passer, c'est des moyens humains, des moyens matériels. Comment est-ce qu'on va pouvoir faire pour améliorer la prise en charge de la santé sur ce bassin alésien, mais comme dans tous les bassins de France, c'est la même problématique qui se pose à tous les hôpitaux. Oui. On a été pendant très longtemps, je dirais, sous une problématique de réduction de moyens, de réduction de coûts, comme d'autres secteurs de l'économie. On paye aujourd'hui pour vous ? On paye. Oui, parce que forcément, c'est des moyens supplémentaires qu'il nous faudrait. Maintenant, ma foi, il faut aussi que l'on s'adapte. J'ai parlé au début de l'adaptation qu'on a remarqué, de la capacité d'adaptation qui était phénoménale. On a pu s'adapter. Maintenant, si on avait plus de moyens, ça aurait été plus confortable. Ou en tout cas, ça aurait été beaucoup plus lissé, beaucoup plus serein. Avant de parler d'un éventuel autre sujet, un dernier mot sur la Covid. Là se pose la question dans les prochaines semaines de la stratégie de vaccination. Comment ça va se passer sur Alès et quelle est, selon vous, la bonne stratégie à adopter sur ce territoire ? Alors, je vais pas, selon moi, la stratégie de vaccination, elle va être nationale. La Haute Autorité de Santé, le Haut Conseil de la Santé publique ont commencé déjà à établir une stratégie de vaccination. Ils en ont parlé ce matin, effectivement. Ils en ont parlé ce matin, avec d'abord les personnes les plus vulnérables, les personnes âgées. On voit bien que le cap des 80 ans est un cap excessivement difficile à passer. Donc, toutes les personnes âgées qu'on a dans les EHPAD, l'hôpital d'Alès, c'est 375 places d'EHPAD, donc avec des personnes très vulnérables. Donc, il va falloir vacciner en premier. Second. Mais qui va s'en occuper ? C'est le personnel de l'hôpital ? C'est des personnels extérieurs ? Le débat n'est pas encore tranché. Ce que j'ai cru comprendre, comme vous, en écoutant les informations, parce que une grande part des informations viennent de médias comme vous, c'est soit l'hôpital, soit la médecine de ville. J'ai cru comprendre que l'URPS, avec la médecine de ville, était partie prenante pour procéder à ces vagues de vaccination, parce qu'en même temps, ils connaissent parfaitement leurs patients. Est-ce que ça se passera à l'hôpital ? Tout ça est encore en débat, et la stratégie vaccinale va s'affiner, se mettre en place dans les prochains jours, parce que les vaccins sont là. Fin du mois de décembre, c'est demain. Début janvier, on va les avoir, on va pouvoir commencer à vacciner. Alors que ce soit les médecins de ville, que ce soit l'hôpital, l'essentiel, c'est que ça se fasse, et que ça se fasse bien et vite. Y compris en pharmacie, vous y êtes favorable ? Alors, c'est plus compliqué parce que il faut quand même une traçabilité de l'ensemble. Il faut que ce soit fait dans de bonnes conditions. Même si ça permettrait d'aller plus vite, peut-être. Est-ce que ça permettrait d'aller plus vite ? Je ne suis pas sûr. Tout est envisageable. Je crois qu'on a montré qu'on avait pu largement s'adapter. Encore une fois, pour la campagne de vaccination à venir, on s'adaptera, et on s'adaptera aussi aux besoins des Français, aux besoins de la population de chacun des bassins de santé, pour faire en sorte que ça se passe le mieux possible. Merci beaucoup, monsieur le directeur, d'avoir été avec nous ce soir.